Bonjour, je suis donc Éric Loridan, chirurgien général digestif et bariatrique. J'exerce depuis ma thèse qui a eu lieu en 2001 en chirurgie digestive et depuis 2003 dans le même établissement hospitalier dans les Hauts-de-France. J'ai maintenant 55 ans. Il se fait que depuis le 15 septembre 2021, je n'ai plus le droit d'exercer du fait de la loi du 5 août. Pour bien comprendre les motifs de ma convocation au Conseil régional de l'Ordre des médecins du 2 décembre 2022, il faudrait remonter un petit peu plus loin avec les raisons d'une convocation, ce qu'on appelle un entretien confraternel au Conseil départemental, cette fois-ci, de Béthune, dans le Pas-de-Calais, qui a eu lieu le 9 juillet 2021, c'est-à-dire quelques jours avant l'allocution présidentielle qui imposait la vaccination obligatoire pour tous les soignants. Cette convocation avait eu lieu suite à deux vidéos que j'avais faites sur les réseaux sociaux. La première, c'était sur le port du masque, une petite vidéo didactique qui expliquait pourquoi au bloc opératoire on peut facilement porter le masque et pourquoi c'est pas utile en milieu extérieur. Je pensais qu'elle se resterait dans un petit milieu intime de cercle de la famille et des amis, puis en fait, elle s'est très vite propagée dans tout l'Hexagone et même dans d'autres pays francophones. Jusqu'à cela ne tienne, ça m'a valu quelques petits déboires avec l'administration de l'hôpital, mais somme toute relativement peu de choses, si ce n'est un blâme voté par mes collègues et qui a été validé par le Centre national de gestion. En mars de 2021, oui, c'est ça, j'ai effectué une vidéo sur l'obligation des tests qui allait être imposée par le Premier ministre de l'époque aux enfants en rentrant dans les écoles. Donc j'imaginais déjà nos chers professeurs des écoles et directeurs des écoles obligés, tous les gamins à la rentrée, à se mettre un tampon dans le pif pour détecter en PCR s'ils sont positifs ou pas à la Covid. Mon cœur de père et de citoyen a vu rouge à ce moment-là. C'est pas le médecin qui a parlé, c'est le citoyen, le père de famille. Et j'ai dit non, là c'est trop, pas question. J'ai fait une vidéo qu'on peut intituler une vidéo coup de gueule en fait. Alors ce qui est rigolo, c'est que je l'avais faite tout en parlant au début, sans rien dire d'autre, puis qu'elle durait 10 minutes, sans rien faire d'autre. Et elle a été censurée en une heure de temps par YouTube. Et donc j'ai refait la même, mais avec des petites pancartes où j'ai écrit j'ai soulevé, puis j'ai écrit des mots qui pouvaient alerter les algorithmes YouTube, comme vaccin, comme ivermectine, hydroxychloroquine, etc. Et celle-ci a tenu parce qu'elle a marché, elle est restée pendant 6 semaines. Elle a fait 44 000 vues avant d'être reprise par d'autres. Puis il y a eu un signalement qui a eu lieu à mon encontre par un médecin de l'hôpital où je travaillais. Un médecin que je connaissais pas d'ailleurs, hein. On est facilement 300 médecins, ça bouge beaucoup, donc on connaît pas tout le monde, mais ce gars-là que je ne connaissais pas m'a dénoncé au Conseil national de l'Ordre des médecins. Il a fait un courrier directement à Patrick Bouet, qui est le président du Conseil national, qu'il a ensuite transmis au Conseil départemental, en lui demandant de me convoquer pour un entretien confraternel, chose qui a eu lieu donc le 7 juillet 2021. Deux médecins généralistes juste retraités, le président et le trésorier. Ça s'était plutôt bien passé. J'étais sorti confiant en me disant au moins ils ont entendu et puis on est assez d'accord sur certaines choses, même si on ne l'est pas sur d'autres, et notamment sur le fait que pour eux, j'avais pas à ouvrir ma gueule. Et ça a été d'ailleurs le motif de plainte qu'ils ont ensuite déposé au conseil régional, c'est-à-dire sortie de devoir de réserve. Euh, Qu'est-ce que c'était d'autre? Alors moi, il y avait absolument pas une question de prescription médicamenteuse comme c'est le cas pour beaucoup de médecins. C'était manque de confraternité, de manquement manquement de comment dire, manquement déontologique, voilà. Euh, et ça fait donc l'objet d'une plainte au conseil régional, le conseil régional, comme dans toutes les régions, a une fonction disciplinaire, ce que n'ont pas les départementaux. Ça, c'est bien important à savoir. C'est pas au départemental que les choses se jugent, c'est toujours en régional. Et donc, ma convocation a eu lieu le 2 décembre, où j'étais présent, je me suis fait défendre par maître Jean-Pierre Joseph, qui est
quelqu'un d'assez bien connu dans les milieux ordinaux, qui connaît très bien le monde ordinal, médical. Nous avons eu donc un petit entretien, même sans dévoiler l'ensemble de ce qui s'est passé, où l'avocate de l'accusation, c'est-à-dire l'avocate du conseil départemental, a présenté tous les griefs contre moi. Le maître Joseph a fait sa plaidoirie, j'ai refait la mienne également. Alors, en fait, à chaque fois que l'avocate de l'accusation disait une chose, moi je notais sur une petite feuille, je me disais, bon, là, il va falloir répondre ça, là je vais laisser faire maître Joseph, là, ça va être mon tour. Et puis, j'ai eu quand même quelque chose de très agréable parce que je trouve que autant le juge que les 5 médecins ordinaux qui étaient présents avaient une espèce de regard de bienveillance vis-à-vis de ce qui se passait. Aucun mauvais jugement visible, en tout cas dans le regard. Je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais je suis sorti de là très confiant. D'autant plus confiant que j'étais quand même porté par, il devait y avoir 200, 250 personnes à l'extérieur pour me soutenir. Euh, mon passage au Conseil de l'Ordre et également après, avec des médias alternatifs qui étaient là présents. Donc il y avait Kairos, il y avait TVADP qui était là. Et bon, il paraît qu'il y avait la Voix du Nord, mais honnêtement, je les ai ignorés parce que ça n'a pas de. Ces gens-là n'ont aucune importance. Ce sont ceux que j'appelle les médias de grand chemin. C'est sans intérêt pour eux. Ceci étant, je vais avoir le verdict au courant du mois de janvier, pour première quinzaine a priori. Parce que d'abord le Conseil de l'Ordre me le recommandait avant l'audience au Conseil régional, et aussi parce que ça me plaisait bien. Moi, en tant que chirurgien, le port du masque, eh ben, c'est quand même un sujet sur lequel je peux avoir certaines compétences. Mais j'ai quand même pas mal bossé dessus et j'avais réalisé, à ma grande surprise et à la surprise de beaucoup de monde, que ce qui est surprenant, c'est que même au bloc opératoire, le masque n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Alors attention, j'ai pas dit qu'il fallait pas le porter au bloc, il peut y avoir des indications. Mais on se dit souvent, ouais, on porte le masque pour éviter de contaminer le patient. Ce qui est faux en fait, il y a eu des tas d'études depuis même 1975, presque 50 ans, qui démontrent que même si les équipes chirurgicales ne portent pas de masque, il n'y a pas plus d'infection des patients. C'était une découverte pour moi. Autre sujet qui avait été relevé, c'était que en fait, en tant que chirurgien, je n'avais pas à m'exprimer sur les vaccins. En fait, je me suis pas exprimé sur les vaccins. Je me suis exprimé sur le masque, sur les tests. Je me suis exprimé sur l'obligation vaccinale, ce qui n'est quand même pas la même chose. Cette espèce de clé de bras qui a été fait à tout le monde, en fait, hein, toute Bien personne sûr. en général, puisqu'on voulait absolument leur faire retrouver une vie normale sous couvert d'une dose, puis deux doses, puis d'un booster. L'obligation vaccinale pour les soignants est intervenue après, mais j'avais tout à fait légitimité pour m'exprimer sur le port du masque. Ce que j'ai trouvé important à signaler, et je l'ai fait au Conseil de l'Ordre, je l'ai fait encore partout après dans différents médias, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont permis d'améliorer les infections de sites opératoires depuis l'histoire de la médecine, particulièrement depuis le 19e siècle et le docteur Semmelweis, le lavage des mains. C'est très intéressant de noter que le docteur Semmelweis, il avait constaté que ses étudiants avaient moins d'infections, ce qu'on appelle des fièvres puerpérales chez les femmes en couche, dès lors qu'ils se lavaient les mains. C'est-à-dire quand ils passaient d'une salle d'autopsie ou d'une salle de dissection vers la salle d'accouchement, entre les deux, ils se lavaient les mains et les taux d'infection passaient de, si j'ai bonne mémoire, c'est de 34% à 3%. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et ça a fait énormément de bien à la médecine. Le lavage des mains pour éviter les contaminations manuportées était un phénomène extrêmement important. La deuxième chose qui a fait la preuve de son efficacité, c'est les sas de fermeture des salles de bloc opératoire. Et Mhm. maintenant, même la plupart des blocs opératoires modernes ont deux sas. Le premier, où on arrive dans le couloir, on rentre dans le premier sas, on se lave les mains et on passe le deuxième sas pour la salle d'opération. Et le fait de limiter fortement les entrées, c'est-à-dire les allées et venues des gens dans les salles d'opération. Si on dépassait 5, il y avait une équipe qui avait montré que
il y avait plus de risques d'infection. Par contre, strictement, aucune équipe n'a pu prouver que le port du masque limitait les risques d'infection de site opératoire. Alors, ça peut être intéressant de le porter. Par contre, pour une chose très nette, c'est pour protéger l'équipe chirurgicale. C'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir pendant le bloc opératoire des projections de sang. Alors si ça vient sur la peau, c'est pas trop gênant en soi, mais si ça vient sur les muqueuses, si ça pénètre au niveau de l'œil, etc., là ça peut poser souci. Donc l'intérêt pour le praticien, c'est de se protéger à la fois le nez et la bouche, c'est-à-dire l'endroit des muqueuses, par un masque, et les yeux par des lunettes. Quand on n'en a pas, moi j'ai toujours des lunettes au bloc, ce sont les miennes, je peux pas opérer sans. Mais quand on n'en a pas, on peut porter des lunettes en plastique ou des visières à verre neutre qui permettent de se protéger également les yeux. Ça, c'est pour éviter ce qu'on appelle les accidents d'exposition au sang. Alors, on me dit souvent, oui, mais au moins, ça vous évite de postillonner sur le ventre du malade. Ok, très bien, ça nous évite de postillonner. Mais même si on postillonne, c'est pas pour ça qu'il s'infecte en plus. C'est ça qui est intéressant à noter. Le sentiment de plus en plus que la manière dont ça nous a été présenté a été à la fois biaisée et brutale. Biaisée parce qu'on nous a prétendu que ça pouvait être la seule issue possible. Or, il s'avère que avec le temps qui passe, que tout ce que nous avions dit déjà dès le début avec beaucoup d'autres médecins et surtout pas mal de scientifiques est en train de se réaliser, c'est-à-dire que l'efficacité est quasi inexistante à moyen et à long terme. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. On a même trouvé qu'au bout de 6 mois, l'efficacité de ces injections était à valeur négative. Donc, forcer les gens à se faire injecter quelque chose qui n'a pas fait la preuve de son efficacité est extrêmement douteux. À plus forte raison s'il s'agit d'en faire un chantage à une, entre guillemets, vie normale ou pour les soignants, un chantage à l'emploi. Euh, Ça veut dire que là, il y a autre chose qui se passe. Si cette injection n'a pas l'effet escompté pour la protection contre un virus, c'est qu'il a un autre effet. Je ne sais pas bien lequel, je cherche encore, j'entends des choses. En tout cas, une chose est certaine, c'est que principe de précaution oblige, il faut refuser au plus possible ces injections. J'en connais beaucoup maintenant qui ont fait 3 doses et qui sont absolument déterminés à ne plus aller à la quatrième. D'ailleurs, les chiffres le prouvent, hein, puisque on atteint un taux de quatrième dose qui est extrêmement mineur en France et qui n'aura pas beaucoup d'impact par la suite, parce que même les messages médiatiques et du gouvernement ne prennent plus. Les gens ne sont plus dupes et n'en veulent plus. Chacun maintenant est en mesure, là on est mi-décembre 2020 au moment où on enregistre, 2022, euh, les gens ont bien compris, en voyant autour d'eux, qu'il y avait plus d'effets secondaires que d'effets positifs. Et Hmm. beaucoup de personnes nous appellent pour dire ça va pas, on n'est pas bien après le vaccin, on fait un Covid ou on a telle ou telle complication. Donc les gens commencent à se réveiller, Dieu merci, mais tout ceci me laisse penser clairement que cette crise n'a strictement rien de sanitaire, c'est très clair pour moi. Elle est purement politique, ce sont des hommes politiques aidés par les médias qui incitent à la vaccination. Et encore, des hommes politiques au pouvoir ou en acquaintance avec le pouvoir. Je ne suis pas très optimiste pour la suite parce que nous sommes en train de créer des pathologies nouvelles dont on ne sait pas grand-chose et qui vont être difficiles à traiter pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme toute pathologie nouvelle, ben, il faut créer des prises en charge nouvelles. Et puis, il y en a beaucoup. Et ensuite, il y a de moins en moins de médecins et d'équipes médicales. Les hôpitaux sont débordés. Je ne sais pas comment ça va évoluer par la suite, mais ça va être assez compliqué à mon avis. Le problème, c'est qu'on met derrière le mot déontologique tout ce qu'on veut. On peut parler de manquement à la déontologie sans définir quel est ce manquement. Est-ce que manquer à la déontologie, c'est simplement lancer un message d'alerte qui va à l'encontre des directives sanitaires gouvernementales?
peut-être, mais ça paraît surtout un devoir. Il faut quand même rappeler au niveau du serment d'Hippocrate que nous avons tous prêté, qu'on est noté qu'il ne faut pas distribuer de poison à son compatriote. Il est aussi noté dans l'article R 4127-39 du Code de la santé publique que le charlatanisme est condamné euh, légalement, hein, pénalement. Or, injecter un produit qui n'a pas fait la preuve de son efficacité, pour lequel on n'a pas de recul, en lieu et place de traitements qui auraient pu soigner, qui avaient montré leur innocuité et pour lesquels on avait des dizaines d'années de recul, cette pratique de charlatanisme, il faut que les médecins vaccinateurs, les pharmaciens et tous les autres qui ont vacciné se méfient parce que ça risque sérieusement de se retourner contre eux. Pourquoi contre eux plutôt que par rapport à que contre l'État ou contre les laboratoires? C'est d'abord parce que les laboratoires ont signé. On fait signer à l'État un contrat qui les exclut de tout risque pénal en cas d'effet secondaire et que l'État ne l'a jamais rendu obligatoire, contrairement à ce qu'on croit. Jamais. Il a fait beaucoup de coercition, c'est vrai, mais jamais rendu obligatoire, y compris pour les soignants. Je m'explique. On avait le choix. Tu te fais vacciner, tu gardes ton job. Tu te fais pas vacciner, tu dégages. C'est donc un choix. Il n'y a donc eu aucune obligation sur les textes. Donc l'État ne sera même pas responsable. Et même s'il l'était, l'État, l'argent d'État, c'est l'argent des contribuables, donc ça sera quand même de toute façon de notre poche. Mais ce qui risque de se passer, c'est que c'est le médecin euh, qui a effectué le geste d'injection qui risque de se retrouver en complications judiciaires si jamais cela s'avère, hein, si jamais ça continue dans cette voie-là. Il y a quand même aussi en Belgique une médecin qui a été condamnée, ou au moins qui passe en jugement, par sa patiente, parce que elle n'avait pas donné l'ensemble des éléments qui pouvaient lui permettre d'obtenir un consentement éclairé. Alors c'est là-dessus qu'il est important d'intervenir, c'est que le consentement éclairé, dans la très grande majorité des cas, n'a pas été donné. Les vaccinodromes, c'était de l'abattage, si j'ose dire. C'était, hop, au suivant, on fait vite, et on va s'occuper en priorité de ceux qui ont la trouille et qui pleurent, comme ça au moins c'est réglé, ils sont tranquilles, ils peuvent rentrer chez eux, etc. Mais les petits trucs qu'on a fait signer n'étaient pas une feuille de consentement, c'était juste un accord pour la vaccination. Donc je ne voudrais pas être à la place des médecins qui ont vacciné, des soignants qui ont vacciné, parce que dans les années, ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, hein, mais la justice les rattrapera. J'ai effectivement l'occasion d'animer une émission santé sur TVDP, une émission hebdomadaire, et dans laquelle on me fait confiance pour pouvoir inviter qui je souhaite pour pouvoir parler des différents problèmes de santé en règle générale, mais c'est vrai que souvent ça tourne autour de la crise Covid, puisque j'ai pu faire intervenir des médecins qui avaient des choses à dire là-dessus. Je pense particulièrement au docteur Laurent Montesino, qui nous avait fait l'honneur d'une présence d'émission avec une infirmière suspendue. C'était au courant du mois de mars de 2022, si j'ai bonne mémoire, et qui nous avait montré, vidéo à l'appui, ce qui avait été trouvé dans les excipients des vaccins. Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais on voit effectivement des choses qui poussent, qui grossissent, avec des excroissances d'un côté et de l'autre, et qui se mettent en mouvement euh, au contact de l'excipient. C'est un peu curieux. On aimerait bien savoir ce que c'est. Pour le moment, on n'a aucune réponse, même si d'autres scientifiques se sont penchés dessus. J'ai eu aussi l'occasion dans mon émission d'inviter des gens qui avaient des choses à dire sur les bilans biologiques à effectuer. Je pense à Benoît Hox et David Bouillon, qui ont été dans les pays francophones européens des précurseurs en la matière, en expliquant l'importance de faire un bilan biologique qui pouvait permettre d'être plus efficace dans le traitement des Covid. Euh, j'ai eu récemment également l'occasion de discuter avec un médecin homéopathe qui, lui, est un fervent défenseur de la vitamine C. Alors, on n'a pas parlé vitamine C et Covid en règle générale, mais on l'a évoqué quand même un petit peu en particulier.
pourrait bien expliquer que les traitements de base, à la fois préventifs et curatifs, qui ont fait la preuve de leurs efficacités, sont généralement les moins chers. Donc, c'est pas des choses qui plaisent beaucoup à Big Pharma. J'adore, j'adore cette émission parce que ça me permet de rencontrer des gens tout à fait compétents dans leur domaine. Je choisis qui j'invite, des gens qui ont des choses pertinentes à nous dire. Nous avons eu également le docteur Stéphane Gaillet, qui a été radié de l'ordre pour avoir soigné des Covid longs. Et nous allons faire prochainement une émission où il va nous parler du Covid long et des traitements médicamenteux possibles. Et la fois suivante, nous parlerons également avec un autre médecin des traitements Covid long plus naturels, sans allopathie. Ces deux émissions vont vraiment bien se compléter. Je pense qu'elles seront importantes parce qu'on va en avoir un paquet de Covid long post-Covid, de Covid long post-injection, de complications post-injection. Donc, on va pouvoir faire le point un petit peu avec tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un Covid long? Comment on soigne? Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Sans établir de protocole, parce qu'un protocole, c'est du prêt-à-porter, tandis que le traitement du Covid long, à mon avis, et de l'avis de ceux que je vais interroger, c'est du sur-mesure. Donc, on s'improvise pas là-dessus, et ça mérite de faire des émissions spéciales. Je trouve vraiment très important de pouvoir donner la parole à des médecins qui ont des choses à dire très pertinentes, à la fois sur la crise Covid, sur les pathologies post-Covid ou post-injection et sur les traitements possibles. Parce qu'il nous faudra des solutions. Il faudra des solutions concrètes et en tant que médecin, on ne peut pas se permettre de laisser sur le carreau des gens en leur disant on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc il faut creuser, il faut chercher, il faut avoir des sources. Et comme on ne peut absolument pas compter sur les médias de grand chemin pour nous donner des solutions, il va falloir qu'on les trouve nous-mêmes. Il doit donc falloir que ça intervienne dans les réseaux sociaux. C'est pas dans les médias de grand chemin qu'on donnera la parole au docteur Stéphane Gaillet. C'est pas dans les médias de grand chemin qu'on donnera la parole au docteur Laurent Montesino. C'est pas là-dedans non plus qu'on donnera la parole à des gens comme Louis Fouché ou toutes les personnes qui pourraient avoir des idées de recherche concernant les traitements Covid. Donc, il va falloir qu'on trouve les solutions par nous-mêmes et qu'on trouve aussi le moyen de les diffuser. Ça va être tout le rôle des médias alternatifs, ça va être tout le rôle des réseaux sociaux, ça va être aussi donc particulièrement le rôle de Citizen Light, que je remercie au passage. Euh, pour information, je n'ai absolument pas l'intention d'arrêter ces émissions. Je n'ai pas l'intention non plus d'arrêter de soigner les gens. Et même s'il faut les soigner gratuitement parce que je n'ai pas le droit de récupérer des émoluments du fait de ma situation, eh bien, ça ne pose aucun problème. Je me débrouillerai pour vivre autrement. C'est d'ailleurs ce que je fais. Des, des recyclages à mon âge sont tout à fait possibles dans d'autres types de métiers, mais qui resteront dans le prendre soin. Je voudrais aussi rassurer tous ceux qui s'inquiètent pour moi sur le plan financier. Tout va bien, il n'y a pas de souci particulier. Mon épouse a repris aussi un travail, ce qui nous permet de vivre, même si nous avons perdu beaucoup en matière de salaire du foyer. On s'en sort plutôt bien par rapport à d'autres qui ont, je le sais, beaucoup de soucis là-dessus. Le mot de la fin, tenez bon, prenez courage et protégez vos enfants. Par pitié, protégez vos enfants.